Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au conflit en Ukraine. On va aujourd'hui s'intéresser à la doctrine de l'aviation russe qui semble, comme on peut le constater sur le terrain, inadéquate. Alors on va justement voir différents types d'avions qui sont utilisés par l'aviation russe, voir quelles sont leurs missions, dans quel contexte ils sont utilisés sur le terrain et voir qu'en fait, on va se rendre compte que la façon dont ils sont employés est très inadaptée par rapport à ce qu'on s'attendrait de les voir effectuer sur le terrain. Donc on va discuter de plusieurs types d'avions parce que comme on peut voir dans certaines vidéos, on a pas mal d'images d'avions volant à basse altitude, comme on peut le voir ici avec un Sukhoi 25. Mais de voir un Sukhoi 25 évoluer à basse altitude, comme je vais vous l'expliquer, c'est tout à fait normal. C'est dans sa mission, c'est un avion qui vole relativement bas pour faire de l'appui aérien. Donc on va voir un petit peu ce que fait vraiment ce Su-25. On va parler également du Sukhoi 34, qui est le dernier chasseur bombardier russe. Et là, on va voir qu'il y a un gros souci dans la façon d'employer cet avion notamment. Et on a constaté également des Sukhoi 34 qui ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. Et ça pose question vraiment sur la tactique de l'armée russe, principalement sur l'utilisation de l'aviation. Mais on verra que ce qui nous a un peu surpris au début de ce conflit, c'est d'avoir affaire, dès les premiers jours, à une attaque un peu tout azimut, qui a frappé un peu partout dans le pays, avec des missiles de croisière, des missiles anti-radar. Donc on a vu une armée russe qui était capable de frapper fort, avec des armements parfois précis, mais avec aussi des armements bien peu précis, ce qui fait que on s'est aperçu plusieurs jours après que les objectifs de l'aviation russe qui étaient de clouer au sol l'aviation ukrainienne ainsi que de se débarrasser de la majorité des systèmes de défense solaire ukrainiens, eh bien, elle a majoritairement échoué. Et ça, c'est quand même une énorme surprise. Parce que l'aviation russe, depuis plusieurs années, s'est énormément modernisée avec des matériels, comme on va le voir, qui sont modernes, qui sont performants, mais qui utilisent, ce qu'on s'est rendu compte dans les jours suivants, de l'armement non guidé, pas précis, et qui mettent les avions d'attaque russes à portée directe des missiles solaires ukrainiens, ce qui fait que les Russes engrangent des pertes qui sont quand même assez... c'est stupéfiant, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc on va voir justement pourquoi les avions russes évoluent autant à basse altitude. Alors, il y a plusieurs théories qui ont émergé sur Internet, notamment le fait que l'aviation russe n'a pas la supériorité aérienne et qu'il y a encore des systèmes solaires ukrainiens qui sont toujours en fonction. Et ça, c'est quand même quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Mais on verra également que la façon dont les Russes conçoivent l'emploi de l'arme aérienne dans le cadre d'une guerre globale comme on est dans ce cas-là, elle est très différente de la doctrine occidentale à laquelle on est, nous, habitués à réfléchir, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Et ce qui fait qu'on a pensé au départ que l'armée russe allait fonctionner sur ce modèle occidental, qui est de baser principalement sa puissance sur la puissance aérienne et ensuite de faire avancer les troupes au sol et que l'aviation vienne en support des troupes au sol. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. L'armée russe se déplace majoritairement au sol, sous la couverture d'hélicoptères, de Sukhoi 25 qui font ce qu'on appelle de l'appui-feu pour justement les assister. Mais l'arme aérienne n'est pas du tout utilisée comme un moyen de domination du champ de bataille et donc comme un moyen de domination préalable à tout engagement au sol comme on peut le concevoir en Occident. Et ça, on se rend compte que cette doctrine, eh bien, la doctrine russe, elle a de grosses lacunes, comme on peut le voir sur le terrain. Donc on va réfléchir un petit peu à tout ça en regardant les différents matériels russes qui sont utilisés sur le terrain. Alors on va commencer avec le Sukhoi 25 Frogfoot, un avion qui est quand même relativement connu. C'est un avion d'appui-feu, c'est-à-dire un avion d'attaque au sol, principalement utilisé pour aller taper les chars, des unités au sol.
Donc c'est pas un avion qui a des performances extrêmement élevées, hein. C'est un avion qui est relativement lent, mais par contre un avion qui est relativement bien protégé, hein. Le cockpit est blindé pour pouvoir protéger le pilote, et c'est surtout une sorte de camion à bombe. Donc c'est un avion qui va emporter énormément d'armement. C'est l'équivalent du A-10 américain. Alors même si le A-10 est bien plus performant, on va parler un petit peu de certaines améliorations, mais c'est un peu l'équivalent russe du A-10, quoi. Donc l'armement principal des Sukhoi 25, ça va être surtout, ce que l'on se rend compte également sur le terrain, ce sont les roquettes. Les roquettes, il faut savoir qu'en Occident, c'est un matériel qui n'est quasiment plus utilisé, pour ne pas dire plus utilisé du tout, dans l'aviation militaire, quoi, en Occident. On retrouve des roquettes sur des hélicoptères, mais sur des avions, on ne conçoit plus du tout l'utilisation de l'aviation de combat pour tirer des roquettes aujourd'hui. Mais côté russe, on est toujours dans cette ancienne doctrine russe qui est d'avoir une arme aérienne qui frappe avec des armements qui sont pas très précis, mais qui ont un effet de puissance qui est sur le terrain, qui peut être surtout psychologique avant tout. Quand vous faites face à des avions qui vous tirent des roquettes, c'est quelque chose de très impressionnant, vous ne pouvez pas vraiment vous cacher. Donc du point de vue de la guerre psychologique visible vis-à-vis des fantassins adverses, ça peut avoir un effet assez traumatisant. Mais ce que l'on sait également, c'est que ces Sukhoi 25 en fait partie, en fait pour certains, hein, mais un petit nombre, l'objet de modernisation avec un standard qu'on appelle le SM3, qui a consisté à remplacer pas mal d'équipements électroniques, donc à remplacer de l'équipement analogique par des systèmes plus modernes, notamment avec un cockpit qui est un cockpit avec plusieurs écrans. Et donc là, on se rend compte qu'on a un avion qui est en apparence moderne. Certains équipements qu'il emporte permettent d'avoir des systèmes de brouillage, des missiles anti-radar. Bref, sur le papier, on a un avion qui semble plutôt efficace. Voilà. Maintenant, on a cette idée des matériels, mais on n'a pas les performances de ce matériel qui est employé. Il faut bien comprendre également que le Sukhoi 25, c'est un avion qui évolue bas. Ce n'est pas un avion qui est taillé pour la haute altitude, c'est un avion qui va évoluer surtout à basse et moyenne altitude. Mais l'avantage, c'est que l'avion, il est quand même renforcé. On a vu des vidéos avec des Sukhoi 25 qui se faisaient toucher par des missiles solaires et qui pourtant continuent à effectuer leur attaque. Donc c'est un avion qui est capable d'encaisser relativement bien les coups. Cela dit, les Ukrainiens en ont quand même abattu déjà quelques-uns. Voilà. Donc, au niveau de la modernisation, on a un avion qui est en apparence relativement moderne, mais sa méthode d'emploi sur le terrain ukrainien, montre qu'on a toujours cette même logique d'amener l'avion à très basse altitude, à très courte distance, et ça met clairement en danger l'avion vis-à-vis des missiles portables, ce qu'on appelle les manpads, les fameux Stingers. Donc ça, c'est un problème. En comparaison, pour regarder un petit peu ce qui s'est fait côté États-Unis avec le A-10, c'est l'avion parfait pour le soutien aérien des troupes au sol. C'est un avion qui a fait un travail remarquable pendant la guerre en Irak, au début des années 90, à tel point que l'US Air Force voulait s'en séparer, et c'est le Congrès américain qui a à plusieurs reprises empêché l'US Air Force de se débarrasser de cet avion parce qu'il n'a actuellement aucun équivalent. Et on a continué à moderniser le A-10 avec des équipements que n'ont pas justement les Sukhoi 25, on va en parler juste après. Donc quand on regarde le cockpit d'un A-10, là c'est un A-10C, on a également des écrans, donc on a un avion qui est plus moderne. Il faut savoir que sur la première version du A-10, il n'y avait pas d'écran. Donc c'est un avion qui paraît relativement rustique. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est derrière cette apparence du cockpit. Vous avez par exemple le viseur de casque qui a été également intégré sur le A-10. Et ça, pour le soutien aérien des troupes au sol, c'est quelque chose qui a décuplé les capacités du A-10. C'est-à-dire qu'avec un simple regard, le pilote peut désigner tout de suite une cible au sol et l'attaquer. C'est un gain de temps énorme. Et la précision de l'avion
a été largement accru. Là où on voit les Sukhoi 25 russes qui utilisent des roquettes, des bombes classiques, eh bien l'US Air Force a décidé d'augmenter la puissance de feu du A-10, non pas avec des armements conventionnels et classiques comme ceci, mais en l'équipant davantage de bombes à guidage laser et en plus de bombes à guidage GPS, ce qui permet au A-10 d'évoluer à moyenne, voire haute altitude, à l'abri de ces fameux missiles portables, et donc de manière relativement tranquille. Il peut orbiter au-dessus du champ de bataille sans être inquiété, du moment qu'il n'y a pas de missiles qui permettent de tirer à haute altitude. Donc c'est vraiment un avion qui peut orbiter tranquillement au-dessus de ses cibles et choisir tranquillement ce qu'il va attaquer. Et ça a eu un effet psychologique désastreux sur les militaires en Irak, parce que c'est vraiment l'avion qui était le plus craint par les Irakiens, parce qu'en fait ils l'entendaient tourner au-dessus et ils savaient très bien que c'était juste une question de temps avant qu'ils tirent avec précision, avec une précision même diabolique, sur tous les chars sans qu'ils puissent se faire la moindre riposte. Donc vous voyez qu'il y a déjà entre ces deux avions des missions qui sont similaires, mais un concept d'emploi qui est très différent, avec les Russes qui continuent à utiliser ces avions à basse altitude et à les exposer, et on le voit, ça occasionne des pertes, alors que l'US Air Force, même si l'avion est blindé, qui est bien protégé, eh bien, va quand même privilégier de garder ces avions à haute altitude, moyenne altitude, à distance de sécurité. Donc il y a vraiment une logique d'emploi qui est très différente. Dans l'Occident, on va davantage chercher à protéger les avions et à éviter le maximum l'attrition, c'est-à-dire la perte d'avions. D'autant plus qu'on a moins d'avions en Occident, donc perdre des avions, c'est quelque chose que justement on cherche le plus à éviter. Donc on va protéger beaucoup plus les avions en les mettant à haute altitude, sous réserve que la supériorité aérienne est acquise et que les systèmes solaires les plus dangereux aient été réduits au silence. Ce qui n'a visiblement pas été le cas en Ukraine. La Russie a échoué sur ce point-là, clairement. En Occident, on aurait fait une grosse campagne de suppression des défenses antiaériennes ennemies. Donc vous avez deux types de missions là-dessus. Vous avez les SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, qui va consister pas forcément à détruire. Si on veut détruire, on va faire du DEAD, c'est-à-dire du Destruction of Enemy Air Defense. Là, on veut vraiment détruire les matériels. Par contre, le SEAD, ça consiste parfois à tirer seulement un missile anti-radar pour forcer le radar adverse à couper. Et donc, dès l'instant où le radar est coupé, il ne peut plus guider d'autres missiles. Donc, il y a vraiment cette logique d'empêcher l'ennemi d'utiliser ces moyens-là. Il y a également des méthodes de brouillage électronique, mais on va avoir cette logique en Occident de frapper tout de suite au maximum ces armements-là pour obtenir une liberté d'action à haute altitude qui permettra d'envisager l'utilisation de l'arme aérienne de manière beaucoup plus sûre et de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que vous pouvez opérer vos avions d'attaque au sol en toute sécurité si vous savez que vous avez la maîtrise du ciel. Et donc, cette méthode n'est pas la méthode qui a été employée par les Russes, ça c'est évident, on s'en rend compte. On va voir un peu plus tard comment, mon point de vue personnel, je pense que l'aviation russe opère sur le théâtre ukrainien, et vous verrez, c'est quand même très très différent. On va parler maintenant du Sukhoi 34 Fullback, qui est une version modifié du célèbre Sukhoi 27 Flanker. On va parler un peu plus tard du Sukhoi 27. C'est un avion biplace avec l'équipage qui est côte à côte. C'est assez particulier justement comme disposition. On retrouve cette disposition sur le Sukhoi 24 Fencer, qui est justement l'avion qui est censé remplacer le Sukhoi 34, même si la Russie a encore bon nombre de Sukhoi 24. On parlera un petit peu aussi du Sukhoi 24 tout à l'heure. Et bien ce Sukhoi 34 est quand même un gros bestiau. C'est un avion qui, en apparence, paraît très moderne et c'est actuellement un des meilleurs avions d'attaque au sol dont dispose l'aviation russe. Alors, pour donner un élément de comparaison, on est un peu entre un Mirage 2000 de première génération, ce qu'on n'a pas sur cette image, et un Rafale. On est un peu entre les deux, pourquoi ? Parce qu'on a un avion, comme vous voyez sur cette image-là, qui a des missiles RR, donc en bout d'aile, des missiles à guidage infrarouge, qui sont
censé assurer son autoprotection vis-à-vis des autres avions. Et vous avez également une capacité qui est assez rare sur les avions d'attaque russes. Ce sont des missiles RR à guidage radar, mais attention, ce sont du guidage radar semi-actif, et non pas du guidage radar actif comme on a en Occident avec en France les Mika ou l'AIM-120 Amram, c'est-à-dire que vous tirez le missile et après vous pouvez dégager et le missile va aller directement sur sa cible, pour faire simple. Là, c'est un missile qui nécessite pour l'avion de verrouiller et de garder la cible verrouillée jusqu'à que le missile touche. Ce qui n'est plus tellement d'actualité. Avant, on avait ça sur les Mirage 2000C français. Aujourd'hui, en France, on n'a plus d'avions qui ont cette capacité. On est en train de retirer les derniers Mirage 2000C qui avaient cette capacité de guidage radar semi-actif. On n'a quasiment que des avions à guidage radar actif. Et donc, c'est quand même une capacité qui est bien plus intéressante quand vous avez un missile à guidage radar actif. Donc, cet avion, il peut engager d'autres avions ennemis, mais face à des avions modernes comme du F-16, du F-15, du Mirage 2000-5, du Rafale, cet avion a quasiment aucune chance. Là où, par contre, c'est un avion qui est intéressant côté russe par rapport à la campagne qui se déroule actuellement en Ukraine, c'est que c'est un avion qui peut emporter une grande variété d'armements air-sol, et notamment, comme on le voit sous les entrées d'air, ce sont des missiles KH-31 qui existent en plusieurs versions. Vous avez des versions anti-navire, air-sol et également anti-radar. Et on a retrouvé des restes de ce genre de missiles, j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, qui avaient atterri justement dans des villes ukrainiennes. Parce que lors de la première nuit, les Sukhoi 34 ont eu pour mission, ça c'est une certitude, de détruire les systèmes radars adverses. Donc c'est un appareil qui, sur cette mission-là, est quand même, selon moi, très efficace, à condition que les radars adverses soient allumés. Si le radar adverse est éteint, le missile ne peut pas se guider sur les émissions radar, puisque le radar n'émet aucune émission. Donc on a un avion qui est performant, qui peut utiliser également des armes guidées, des bombes guidage laser, comme c'est souvent le cas en Occident. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a pas mal de vidéos en Ukraine d'avions de ce type qui volent à très basse altitude. Pour larguer quoi ? Pour larguer des bombes classiques, ce qu'on appelle des bombes à chute libre, c'est-à-dire des bombes non guidées. Et ça, c'est quand même un paradoxe qui est assez étonnant. Utiliser un avion moderne, de 4e génération, pour larguer des bombes d'avions qu'on utilisait sur la 2e voire 3e génération, c'est quand même surprenant. Donc il y a de gros doutes sur les stocks d'armement guidés dont disposent les Russes. Visiblement, ils n'auraient pas suffisamment d'armement guidé. Et ça, c'est assez étonnant. Mais il y a une autre problématique qui se pose, c'est que vu que la Russie n'a pas obtenu la maîtrise du ciel et qu'il y a encore des systèmes SAM, des systèmes solaires ukrainiens qui sont toujours en fonction, ces avions ne peuvent pas opérer de manière relativement sécurisée à haute altitude. Donc ça aussi, ça pose question. Autre chose qui n'a pas été souvent dit dans les médias ou dans ce que j'ai pu voir sur Internet, on a remarqué aussi que la couche nuageuse à certains endroits était relativement basse. Si vous avez une couche nuageuse relativement basse, eh bien vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir guider des armements à guidage laser. Et c'est justement pour s'affranchir de ce genre de contraintes météo qu'en Occident, que ce soit en France, que ce soit en Europe, aux États-Unis, eh bien, on a des avions qui ont de plus en plus une capacité de bombes doubles, c'est-à-dire des bombes qui sont à la fois avec guidage laser, mais également avec guidage GPS, c'est-à-dire que vous pouvez tirer au travers de la couche des bombes relativement précises, à 10 mètres près, sur des cibles dont vous connaissez déjà les coordonnées géographiques. Alors, frapper des chars au travers de la couche, ça peut éventuellement se faire. Vous avez un radar qui peut détecter les objets qui se déplacent et ça vous permet d'obtenir les coordonnées. Mais après, il faut avoir la possibilité de suivre avec ces bombes-là les cibles qui bougent. Et ça, vous avez des dernières bombes GPS en Occident qui ont cette capacité de suivre des cibles mobiles. Or, la Russie, il est clair que elle n'a pas cette capacité-là. Et donc, elle se repose entièrement sur des avions
qui sont certes très performants, mais qui utilisent des types de bombardement qui les met à portée directe des systèmes de défense solaire. Et on a des cas de Sukhoi 34 qui ont été abattus. Et ça pose vraiment question. C'est que la Russie perd sur une tactique qui est totalement bête des avions qui sont extrêmement modernes, qui leur ont coûté cher. C'est quand même pour les Ukrainiens, c'est vraiment des victoires d'abattre les derniers modèles d'avions de combat russes quand même, hein. Alors que ce sont des avions que, côté Occident, on craignait vraiment. On avait une idée des performances de ces avions qui est visiblement totalement dépassée, parce que ce sont des avions qui sont très capables, mais qui sont utilisés avec une doctrine qui est complètement inadaptée. C'est ça qui est assez surprenant dans ce conflit. On va parler un petit peu brièvement du Sukhoi 24 Fencer. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce Sukhoi 24 Fencer dans l'aviation russe est progressivement remplacé par le Sukhoi 34. Mais à l'heure actuelle, les Sukhoi 34 sont en nombre insuffisant pour remplacer la totalité de la flotte de Sukhoi 24. Elle a été mise à jour il y a à peu près 10 ans, mais c'est vraiment des mises à jour qui n'ont pas permis d'apporter de capacités nouvelles à cet avion. C'est un peu l'avion d'attaque au sol à tout faire de l'aviation russe. On a un avion qui est capable d'utiliser des bombes guidées, avec une précision qui est toute relative. Les optiques qui sont utilisées pour le guidage laser ne sont pas extrêmement performantes sur cet avion, bien loin des standards que l'on a côté OTAN et Europe. C'est aussi un avion qui a une capacité anti-radar, avec une portée limitée, qui ne peut pas emporter des missiles aussi gros que ce qu'emporte le Sukhoi 34 pour cette mission. Et après, c'est un avion qui est globalement utilisé pour de l'attaque au sol avec des bombes classiques à chute libre. Alors, sur le théâtre ukrainien, on a assez peu d'images des Sukhoi 24. On a des images des Sukhoi 24 ukrainiens, par contre, qui visiblement continuent à opérer. Ça, c'est quand même assez étonnant. On pensait que l'aviation ukrainienne avait été balayée. Et bien, en fait, pas du tout. La précision des bombardements sur les bases aériennes n'a pas permis de raser l'aviation ukrainienne, qui, même si elle a une capacité qui est très limitée, elle continue à opérer. Et l'aviation ukrainienne ayant aussi des Sukhoi 24 Fencer, ça pourrait expliquer le fait que la Russie engage assez peu visiblement ses avions, pour ne pas dire peut-être même pas du tout, parce qu'ils craignent qu'il y ait une erreur d'identification, vu que ce sont les mêmes appareils. Il est possible qu'ils laissent en fait la défense solaire qui est sur le terrain abattre les Sukhoi 24 de façon beaucoup plus facile, et ça évite également des tirs fratricides. C'est une possibilité. En tout cas, c'est un avion qui est quand même disponible encore en grand nombre au sein de l'aviation russe, mais qui est quand même globalement dépassé. Et c'est un avion qui est prévu de toute façon d'être retiré prochainement. On va parler maintenant du Sukhoi 30 SM Flanker. Donc c'est une version biplace modernisée du fameux Sukhoi 27 Flanker. Alors c'est un avion qui conserve vraiment l'agilité du Sukhoi 27, même en accru. C'est un excellent chasseur, et c'est également un excellent chasseur multimission. Donc c'est un chasseur polyvalent qui peut faire également de l'attaque au sol. Et sur le théâtre ukrainien, visiblement, il est principalement utilisé pour l'attaque au sol. Et là aussi, on le retrouve dans des scénarios de bombardement à basse altitude, avec notamment un avion de ce type qui aurait été abattu donc, en date du 5 mars. Alors ça, du 4 ou du 5, ça reste à vérifier. Mais voilà, on a des preuves que Sukhoi 30 a déjà été abattu, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas le seul qui aurait été abattu. Donc, pour parler un peu de cet avion, c'est vraiment un avion à l'agilité formidable. C'est certainement un des meilleurs avions dont dispose l'aviation russe. On retrouve un armement qui est assez similaire au Sukhoi 34 fullback que nous avons vu précédemment, comme vous voyez sur cette image, mais avec une différence de taille, c'est concernant les missiles RR. Souvenez-vous ce que j'avais dit tout à l'heure, le Sukhoi 34 ne pouvait être équipé que de missiles à guidage radar semi-actif. Or, le Sukhoi 30 peut être équipé de missiles à guidage radar
actif qui s'appelle le R-77, qu'on désigne par le terme donc le terme OTAN, c'est le A-12 ADR. C'est ce missile que vous voyez avec des grilles à l'arrière du missile. C'est un équivalent de l'AIM 120 AMRAAM ou du Mika français. Donc là, on est sur un avion qui est avec un armement RR conforme à ce qui se fait de mieux également côté OTAN et Europe. Ce que l'on sait également, c'est que l'Ukraine a réussi à lancer un missile balistique sol-sol sur la base aérienne des Sukhoi 30 en Russie et a réussi à taper directement le parking où il y avait des avions et apparemment 2 Sukhoi 30 auraient été endommagés lors de cette attaque. Alors c'est quand même assez étonnant que la Russie n'ait pas réussi à intercepter ce missile sol-sol. Comme disait justement Xavier Titelman dans sa vidéo, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, ça pose de réelles questions sur la capacité de détection et de réponse du S-400 qui est censé protéger notamment cette base. Et le S-400 a une capacité certes anti-avion, mais également anti-missile balistique. Et visiblement, ils n'ont pas été capables d'intercepter ce missile balistique. Donc, on se pose aussi des questions sur les réelles capacités du S-400 et si elles n'auraient pas été exagérées par rapport à ce qu'il est réellement capable. D'autant qu'on a des informations en Syrie du S-400 que la Russie a basé là-bas et des F-35 israéliens ont pu opérer visiblement en Syrie à proximité de ce S-400 sans être inquiétés le moins du monde. Donc la capacité de détection d'avions furtifs de ce système, là aussi on n'a pas de preuves, mais ça pose question. Pour en revenir sur le Sukhoi 30, c'est vraiment un très très bon avion qui a d'excellentes capacités. Donc c'est l'avion, je pense, qui va être le plus utilisé sur le théâtre d'opération ukrainien. Donc on a vraiment des capacités qui sont similaires à du Sukhoi 34 avec en plus la capacité d'un Sukhoi 27 amélioré avec des missiles à guidage radar actif. Bref, c'est vraiment un avion qui est vraiment polyvalent. Et comme le Su-34, eh bien là aussi on a un Sukhoi 30 SM qui évolue majoritairement à basse altitude pour larguer des bombes classiques. Ce qui est là encore un non-sens. Pourquoi utiliser un avion aussi performant, aussi moderne pour larguer des bombes basiques et se mettre en danger? Et on le voit avec des avions qui sont abattus par les Ukrainiens. C'est vraiment un gâchis du potentiel d'un avion qui pourrait faire beaucoup mieux que ça. Le Sukhoi 35, alors là encore, on est sur une version modernisée du Sukhoi 27 de base, qui est très proche du Sukhoi 30, si ce n'est qu'on a affaire à un avion qui est plus monoplace, qui est plus axé sur la défense aérienne, donc la partie RR, mais qui est également un avion multirôle et qui peut être également engagé pour des attaques au sol. Il y aurait des Su-35 qui auraient été abattus par les Ukrainiens. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais là aussi, ce serait quand même vraiment dommage que les Russes perdent des avions qui sont ultra modernes. Le Su-35, c'est vraiment le dernier avion qu'a reçu l'aviation russe. C'est vraiment l'avion le plus moderne. Donc perdre des avions à cause de la défense aérienne parce que la maîtrise du ciel n'a pas été acquise et qui n'ont pas fait suffisamment de missions de suppression des défenses antiaériennes ennemies, c'est quand même bien dommage. Cela dit, le Su-35 était surtout utilisé, selon moi, pour s'attaquer à la chasse ukrainienne et notamment les Sukhoi 27 ukrainiens, qui sont des avions complètement dépassés. Ces avions n'ont pas de missiles à guidage radar actif comme le Sukhoi 35. Autant dire qu'un Sukhoi 35 russe face à un Sukhoi 27 ukrainien, le Sukhoi 27 ukrainien a quand même très peu de chances d'en réchapper. Le Su-35 est bien supérieur dans ce domaine-là. Un mot assez bref sur le MiG-31 Foxhound.
c'est le gros chasseur intercepteur russe, qui est un avion à très haute performance, qui peut aller très très vite, très très haut, il peut atteindre Mach 3. C'est vraiment un intercepteur pur qui embarque de très gros missiles dont le but est de tirer les avions à très longue distance. Alors sur le théâtre ukrainien, on n'a pas d'éléments disant que cet avion aurait été engagé. Il n'y a pas trop d'intérêt à engager cet avion sur le territoire ukrainien. Du moins, ce que je pense, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire que la Russie a engagé ces avions-là. Maintenant, en cas de confrontation avec l'OTAN, il n'est pas impossible que les MiG-31 se tiennent prêts justement à intervenir. Alors c'est un avion, comme j'ai dit, qui va très haut, très vite, mais c'est un avion qui tire ses missiles de très loin et qui ensuite fait demi-tour, parce que c'est un avion qui n'est absolument pas manœuvrable. On est très loin de la manœuvrabilité d'un Sukhoi 27, Sukhoi 30 ou Sukhoi 35. Donc c'est vraiment pas un avion qui est fait pour faire du combat tournoyant. C'est on tire loin et ensuite on fait demi-tour et on se casse. Enfin, c'est un peu la philosophie. C'est un avion qui a un radar qui est très puissant, un radar à balayage, à antenne à balayage électronique active. Donc c'est vraiment l'avion qui a subi quasiment le plus de modernisation au niveau de l'aviation russe, en comptant le Sukhoi 35. Mais selon moi, sur le théâtre ukrainien, cet avion n'a pas été utilisé. Maintenant que l'on a une vision assez globale, sans pour autant aller trop dans le détail des différents avions russes qui sont utilisés sur le théâtre ukrainien, on va maintenant s'intéresser à la tactique aérienne russe qui a été employée. Alors, au début, comme je l'ai dit, lors des premiers jours, il y a eu pas mal de frappes avec des missiles de croisière à l'intérieur, assez profondément même à l'intérieur du territoire ukrainien. Et donc on s'attendait à une guerre aérienne initialement de la part des Russes, selon le modèle auquel on est habitué du côté OTAN et européen. Et le modèle, c'est on envoie une grosse aviation pour pouvoir détruire tous les systèmes solaires, tous les centres de commandement, les centres névralgiques du pays, de façon à paralyser l'armée et ainsi pouvoir, dans un deuxième temps, une fois que le ménage a été suffisamment fait, pouvoir opérer tranquillement à haute et moyenne altitude en toute sécurité sans risquer des tirs de missiles sol-air à basse altitude. Donc, dans ces premières heures de conflit, on va essayer de limiter l'utilisation des vols à basse altitude, surtout que depuis quand même pas mal d'années, on a des technologies qui permettent de frapper très précisément, avec des précisions de l'ordre de 10 mètres, voire même de 1 mètre pour certaines bombes GPS. Donc on a la possibilité de frapper facilement de loin, sans risquer des vols à très basse altitude, comme cela avait été fait lors de la guerre en Irak, lors des premières heures. Et là, vous mettez clairement en danger vos avions. Donc on essaie en Occident de limiter le plus possible le risque d'avions abattus. Et pour cela, il faut frapper très fort dès le départ, et de façon à pouvoir opérer tranquillement à haute altitude. Et on s'attendait à ça de la part de la Russie. Et on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous, on pensait ensuite qu'après ces grosses frappes qui ont eu lieu dans les tout premiers jours, que l'aviation russe allait préparer le terrain et déblayer le terrain pour permettre aux chars russes d'évoluer plus tranquillement et d'avancer rapidement. Or, ce qu'ils ont fait, ils ont en fait lancé immédiatement une attaque depuis le sol avec des troupes au sol de plusieurs côtés. Alors, ça venait de la Crimée, de l'Est, du Nord-Est, du Nord également depuis le Bélarus. Le but étant, bien entendu, de diviser les troupes ukrainiennes qui se défendent et ainsi d'éparpiller les moyens et donc d'affaiblir les différentes oppositions. Sauf que, en fait, en agissant comme ceci, l'aviation russe n'a pas atteint ses objectifs. Et donc les chars ont commencé à avancer sous la protection de leurs hélicoptères, les Mi-24, les Ka-52. Donc ces hélicoptères ont pour mission de déblayer en avant des chars russes. Le problème, c'est que comme ils s'aventurent
relativement assez loin de la première ligne de front, eh bien, ils se retrouvent directement exposés aux missiles sol-air des Ukrainiens. Et bien entendu, c'est un peu une boucherie. Une fois que les unités ont avancé, elles vont, pour se protéger, non pas se baser sur l'aviation russe, mais en fait sur leur système solaire qu'ils emportent. Ils ont plusieurs types de systèmes solaires qui accompagnent les bataillons. Vous avez des systèmes Thor M1, vous avez également des vieux ZSU-23 Shilka apparemment qui sont encore utilisés par la Russie. Vous avez des Pantsir, ça on en a retrouvé pas mal justement en Ukraine, et même les Ukrainiens récupéraient les systèmes solaires qui arrivaient à court de carburant, parce que c'est bien beau d'avoir ces systèmes-là à proximité des bataillons, mais si le soutien ne suit pas, et notamment l'alimentation en carburant, eh bien vous vous retrouvez avec des systèmes qui n'ont plus les moyens de faire tourner les moteurs pour pouvoir continuer à faire fonctionner leur radar. Et donc vous avez des systèmes qui sont tout simplement abandonnés en territoire ukrainien et récupérés par les Ukrainiens. Ça, c'est quand même assez énorme. À cause de problèmes logistiques, la Russie perd des centaines de matériel, que ce soit des chars, que ce soit des blindés, que ce soit des systèmes solaires dernière génération. Ça, c'est inconcevable en Occident d'avoir un tel loupé en termes de logistique. Donc vous voyez que la protection sur la carte, elle dépend de ces systèmes solaires qui accompagnent les bataillons, qui ont quand même une portée limitée, mais ça permet de protéger le front principal et donc les chars des attaques des avions ukrainiens. En tout cas, ça leur rend la tâche très difficile parce que le maillage de tous ces systèmes, parce qu'il n'y a pas qu'un système SAM qui accompagne un bataillon, il y en a plusieurs, eh bien ça rend les attaques quand même très risquées. En plus, la Russie dispose de systèmes S-400. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont disposés. On sait que visiblement, un S-400 aurait abattu un Sukhoi 27 dans les tout premiers jours. On en a parlé un peu. Et directement au-dessus de Kiev. Donc, comme vous voyez sur cette carte, alors, les cercles de portée des radars ne sont pas directement à l'échelle de la réalité, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez qu'un système solaire S-400 qui est situé pas loin de la frontière bélarusse, de la Biélorussie, eh bien, ça lui permet d'attaquer des avions ukrainiens qui sont au-dessus de Kiev, en théorie. Voilà. Donc, vous avez également cette protection aérienne qui vient depuis directement le territoire de la Russie, mais également de la Biélorussie ou de la Crimée. Et l'aviation de chasse russe, selon moi, elle adopte un principe qui est très russe, c'est-à-dire qu'on évolue dans une zone que l'on maîtrise, on ne s'aventure pas trop en territoire ennemi. Et selon moi, c'est la raison pour laquelle on a assez peu de frappes très en profondeur, sauf à part pour les premiers jours, mais visiblement, l'aviation russe opère sous la protection de sa défense aérienne, et certainement en coordination avec eux pour éviter justement d'être abattus. Donc, vous voyez que la technique, enfin du moins la stratégie russe qui est employée sur le territoire ukrainien, elle est très différente de ce dont on a l'habitude en Occident, et c'est pour ça qu'au début on n'a pas trop compris que ça s'enlise autant, justement parce que l'aviation russe, en utilisant cette stratégie, elle utilise pas suffisamment le potentiel qu'elle pourrait avoir. Je ne suis pas en train de donner des conseils, mais visiblement, on est sur une stratégie russe qui repose avant tout sur le gain de terrain au sol par les unités blindées. C'est vraiment la méthode soviétique, c'est typiquement ce que l'on redoutait comme type d'attaque lors de la guerre froide. Et donc on se préparait davantage à une guerre au sol avec les blindés. Sauf que l'Occident a changé de vision stratégique, et pour eux, l'aviation, et donc l'arme aérienne, a la capacité de pouvoir être utilisée de manière à décupler l'effet des forces au sol, et ce n'est pas du tout ce qui est utilisé par l'armée russe. Après, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent se greffer à ça, c'est que vous avez dans l'armée russe, et ça, je dirais, c'est lié vraiment à la philosophie russe.
vous avez très peu de coordination entre les moyens aériens et les moyens au sol. Ce qui n'est pas du tout le cas en Occident. Il y a beaucoup plus de coordination entre le sol et l'aérien de nos jours, avec beaucoup plus d'échanges de données. Là aussi, je pense que c'est un gros point de faiblesse de la Russie, c'est qu'elle utilise assez peu des systèmes de liaison de données comme on utilise en OTAN avec la liaison 16 qui permet d'échanger toutes ces données entre des avions radars, des avions sur place, mais même ça va même jusqu'à l'utilisation de la liaison 16 par des chars au sol. Donc vous avez cette coordination de la troisième dimension qui n'est visiblement pas l'apanage de la Russie. On est encore sur un ancien modèle de type soviétique à l'ancienne, et malgré l'évolution des avions, comme on l'a vu en termes de technologie, eh bien, on a un concept d'utilisation qui est encore dépassé. Et on le voit en Ukraine, si la Russie s'enlise, c'est parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que la stratégie n'est pas bonne. Ça, c'est une évidence. Et tant mieux pour l'Ukraine. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les matériels aériens russes. Alors, j'ai volontairement simplifié l'explication de ces matériels pour que ce soit compréhensible au plus grand nombre. Ça ne sert à rien que je détaille les systèmes d'armes de chacun des avions. En tout cas, ce que j'espère que vous comprenez, c'est que la doctrine russe est clairement défaillante, quoi. Le soutien également en termes de logistique est aussi un gros problème, mais surtout, et ça faut le dire, c'est aussi la volonté du peuple ukrainien de résister face à la Russie. Et ça c'est de l'humain, c'est pas du tactique seulement, c'est de l'humain. Vous avez une volonté du peuple ukrainien de résister. Et ça, on ne peut qu'être admiratif de voir une telle résistance et surtout une telle efficacité, parce qu'il y a aussi une mobilité des militaires ukrainiens qui est quand même assez impressionnante, parce qu'en face, vous avez quand même une armée qui est très lourde, avec de gros chars, très puissants, et au final, des petites unités avec des missiles anti-chars arrivent à freiner complètement ce qui est la plus grosse armée du monde en termes de blindés, et à abattre autant d'hélicoptères et d'avions, tout simplement parce que les Russes ont une tactique et une stratégie qui est complètement inadaptée.